C'est une question, je dirais, bien difficile, hein. C'est un problème qui concerne, je dirais, tout le gouvernement. Nous essayons d'évoquer ces questions-là régulièrement. Le Premier ministre ainsi que le Président de la République, ainsi que mes collègues hein, qui ont la charge de la sécurité ou bien de la défense nationale, nous essayons de débattre de cela. Nous sommes actuellement dans le processus du DDRR hein, qui nous permet justement de voir un peu comment arriver à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Parce que tant qu'il y aura toujours de l'insécurité, soyez sûr et certain que tout ce que nous pouvons mener au niveau des finances, les réformes que nous pouvons mener, eh bien, nous ne pourrons pas du tout atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Mais notre contribution, elle est là, puisque chaque fois qu'un problème se pose, nous essayons d'être là, autour de la table, pour discuter, pour voir comment nous pouvons arriver nous aussi à gérer, par exemple, notamment en faisant en sorte que les finances publiques mettent les moyens nécessaires hein, à la disposition de nos éléments de défense et de sécurité pour qu'ils puissent bien évidemment très bien accomplir leur mission. C'est ce que nous faisons assez régulièrement. Je pense que la première contribution du ministère des Finances, c'est déjà de faire en sorte de mobiliser les moyens et de permettre à nos forces de défense et de sécurité de se déployer sur le terrain, comme nous l'avons déjà commencé à le faire par la volonté du chef de l'État, où vous allez vous rendre compte que petit à petit, notre armée est en train de se redéployer sur le terrain avec l'appui de nos partenaires, notamment la MINUSCA. Alors, sur ces questions d'évaluation, je m'en vais vous dire une chose qu'en décembre 2016, la communauté a failli connaître la dévaluation, un réachement monétaire. Si les chefs d'État de la communauté, dans leur sagesse, ne s'étaient pas réunis à Yaoundé pour prendre de grandes décisions. Bien évidemment, avec la présence de Mme Lagarde qui était là, et puis à l'époque, il y avait le ministre Michel Sapin. Donc, au sortir de sa rencontre avec les chefs d'État de la CEMAC, il était demandé à ce que les États de la communauté, puisque nous connaissions une crise par rapport à la baisse du prix du baril du pétrole et nos réserves de change à l'extérieur s'amenuisaient. Donc on courait le risque d'un ajustement monétaire. Donc à l'issue de cette réunion, une grande décision a été prise pour que chaque État puisse aller en programme avec le Fonds monétaire international. Ben, je voudrais vous dire que quand on essaie de faire une évaluation de tous les États de la CEMAC, même si nous avons ce problème sécuritaire qui se pose à nous, eh bien, nous avons pu, au niveau de la République centrafricaine, obtenir un programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons pu passer le cap des 3 revues. Vous savez que pour un programme, c'est pratiquement 6 revues. Et nous sommes le seul pays de l'Afrique centrale aujourd'hui à avoir passé ces 3 revues. Et nous sommes en train d'aller négocier dans les jours à venir la 4e revue. Alors, ces revues nous ont permis de mobiliser les ressources davantage pour non seulement financer les arriérés dont j'ai parlé tout à l'heure, les arriérés de novembre 2013 ou décembre 2013. Hein, le passage de ces différentes revues ont permis justement la mobilisation d'autres partenaires techniques et financiers autour de nous, notamment la Banque mondiale ou encore l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je suis fondé à vous dire que le FMI a un regard vraiment, je dirais, très bienveillant vis-à-vis de la RCA parce que le programme s'exécute correctement, normalement. Quand il y a un sujet, quand il y a un problème, eh bien, nous essayons de débattre avec nos partenaires. Mais je peux vous dire que tous les audits qui se font, toutes les missions du FMI qui arrivent ici, quand ils repartent satisfaits du niveau d'exécution du programme que nous avons eu à arrêter avec le Fonds monétaire international. Et j'espère que cela va continuer ainsi, puisque nous sommes cités comme un meilleur exemple, sinon pas le plus bel exemple de l'Afrique centrale. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Vous savez que quand on fait un plan de trésorerie, on prend en compte les différentes échéances en ce qui concerne les créances.
et qu'il faut régler. La Chine est un grand partenaire de la République centrafricaine et l'approche aujourd'hui du Fonds monétaire international est de dire que vous ne devriez en aucune manière enregistrer des impayés aujourd'hui. C'est-à-dire si aujourd'hui vous accumulez encore des impayés dans le cadre du programme, eh bien vous mettez le programme en cause. Alors, si nous avions pris, si nous ne respectons par exemple pas une échéance dans le cadre de ce prêt, eh bien nous courons le risque justement de remettre en cause la bonne exécution du programme. Alors, quand vous apprenez, quand vous annulez 17 milliards dans vos prévisions, en termes de dette, mais vous ne pouvez être qu'heureux. Ce qui fait que ça va nous permettre à nous de poursuivre vraiment avec beaucoup d'aise la mise en œuvre du plan de trésorerie qui est vraiment arrêté avec nos partenaires techniques et financiers. Et mieux aussi, par exemple, nous allons en conseil d'administration au niveau du Fonds monétaire, puisque l'approche du Fonds a évolué. Ils ne prennent plus une décision, je dirais, de façon unilatérale pour justement dire, écoutez, nous accompagnons tel pays ou pas, mais c'est tout un ensemble de pays qui prend cette décision en disant, effectivement, il faut arriver à les négocier. Avec chaque pays, c'est ce que je fais quand je vais à Washington, d'aller négocier avec chaque pays. Est-ce que si on a des difficultés sur le règlement d'une échéance, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous ne pouvez pas abandonner? Est-ce que vous ne pouvez pas justement nous opposer le non-règlement de cette échéance-là au niveau du conseil d'administration qui pourrait justement poser des problèmes à notre dossier. Mais abandonner 17 milliards, déjà, pour nous, ça porte du baume au cœur, notamment en ce qui concerne l'exécution du plan de trésorerie. Les banques, aujourd'hui, sont surliquides, puisque grâce aux efforts que le gouvernement a pu mener, dans le cadre de la mobilisation des ressources, ces ressources qui ont permis le financement des arriérés commerciaux, ces ressources qui ont permis le financement des arriérés salariaux, et bien évidemment la titrisation des créances bancaires. Eh bien, ces ressources ont permis aujourd'hui aux banques de dégager pratiquement une surliquidité de près de 60 milliards de francs CFA. Et quand nous nous sommes réunis, il n'y a pas longtemps avec les banques, il était question de dire, écoutez, accompagner justement nos opérateurs économiques. Puisque les opérateurs économiques aussi se sont plaints justement de la lenteur du traitement des dossiers, ils se sont plaints du fait que les banques n'étaient pas forcément présentes, et les banques elles-mêmes ont parlé de l'environnement sécuritaire. Moi, je leur ai répondu, je leur ai demandé tout simplement, faites preuve d'innovation, d'inventivité, parce que tout simplement, on ne va pas simplement exhiber l'environnement sécuritaire pour ne rien faire du tout. Hein? C'est pourquoi tout à l'heure, j'enchaînais encore sur la réussite des tontines, par exemple, au niveau du Cameroun, qui en réalité est une forme de caution mutuelle entre personnes qui s'associent et qui arrivent justement à atteindre un objectif. Les tontines sont plus respectées que les crédits qui sont distribués, par exemple, au niveau du Cameroun. Et donc, à travers le fonds de garantie, puisque vous me parlez des fonds de garantie, le gouvernement soutient la création d'un fonds de garantie. Moi-même qui vous parle, j'étais directeur général d'un fonds de garantie à l'échelle internationale, et donc je soutiens la mise en place de ce fonds de garantie. Mais au-delà du fonds de garantie, je pense que la réflexion devait être menée sur la création des sociétés de cautionnement mutuel, qui pourraient par exemple regrouper des acteurs de tel métier, qui pourraient justement s'organiser et puis peut-être venir solliciter un concours bancaire. Tout cela devrait se faire aussi dans un autre cadre, par exemple le Cap Meillard, le centre d'études qui devrait être mis en place pour pouvoir justement accompagner le montage des dossiers. Parce que tout aussi réside dans le montage des dossiers bancables, dans des études de faisabilité, hein, pour que cela puisse être accepté par les banques. Je crois que si effectivement cette réflexion se poursuit, on se rencontre pratiquement chaque 3 mois au niveau du Conseil national de crédit. Nous faisons le point sur la situation économique du pays et puis nous faisons aussi le point sur justement les relations entre
entre les différents syndicats, les différentes structures, notamment le patronat, les associations de microfinance, l'association des banques, pour essayer de voir un peu comment ont été soit distribués les crédits, comment les dépôts évoluent pour permettre justement le financement des différentes requêtes qui sont déposées par nos opérateurs économiques. Vous savez, j'aime bien souvent prendre cet exemple du Cameroun où on se rend compte que la tontine, qui n'est en aucune manière couverte de garantie, mais la tontine fonctionne très bien au niveau du Cameroun. Les gens se font simplement mutuellement confiance, ils mettent de l'argent ensemble et puis ils se le redistribuent. Et la tontine est très bien respectée. Par exemple, au niveau du Cameroun, que les crédits qui sont octroyés par les banques aux opérateurs économiques. Alors je suis pour une approche qui viendrait à dire qu'au-delà même des fonds de garantie, qu'on puisse parler des sociétés de cautionnement mutuel. Parce qu'au fait, quand on parle de la tontine, c'est une forme de cautionnement mutuel. Je pense que en essayant de s'investir dans une réflexion qui porterait sur les sociétés de cautionnement mutuel, on pourrait peut-être régler ce problème de frilosité des banques à financer justement les programmes d'investissement de nos opérateurs économiques. Ben, vous savez, problème de communication, je dirais oui, et à la fois je dirais non. Lorsque vous qui êtes porteur de projet, vous avez besoin d'un financement, vous savez où avoir les informations. Vous irez à la banque, vous irez peut-être au niveau du ministère du Commerce pour avoir toutes les informations afin de vous donner toutes les chances pour pouvoir arriver à mobiliser ces fonds. Le vrai problème, c'est tout simplement être ordonné, un accompagnement du gouvernement, une appropriation des problèmes du pays par les principaux acteurs que sont les banques ou les sociétés de microfinance. Je pense que c'est l'argent, c'est le commerce qu'on fait avec de l'argent. Alors, il y a aussi un autre aspect, hein, parce que vous savez, les risques qu'encourent les banques aussi, chaque risque aussi a un coût. Et on le note aussi un peu dans les services qui sont rendus, hein, puisque on se rend compte que parfois des crédits qui sont distribués ont un coût très élevé. Et c'est parfois pour nous l'occasion de débattre de ces questions-là au niveau du Conseil national de crédit. Mais puisque vous me posez la question, la prochaine fois, je reviendrai un peu sur cette problématique afin d'échanger aussi avec les banques pour qu'il y ait une large communication autour de cette problématique ou bien de ce solutionnement que nous pouvons mettre en œuvre. Mais il y a des rencontres qui se font régulièrement dans le cadre justement de l'assainissement du climat des affaires où ces questions sont soulevées. Il y a des séminaires où justement les opérateurs économiques se retrouvent avec les banques pour débattre. Il y a suffisamment de rencontres, à mon avis, qui s'organisent. Au niveau du Conseil national de crédit, nous allons poursuivre cette question-là pour que justement on puisse trouver la solution qui serait parfaite pour nos opérateurs économiques.